m'excuse pour ce petit retard. Bien le bonsoir. Voici les titres de cette édition. 9 exécutions ont eu lieu aujourd'hui en Gambie, selon Amnesty International. 3 Sénégalais risquent de subir le même sort. Ils sont dans le lot des 47 condamnés à mort dans le couloir annoncé par le président Jammeh. La communauté internationale dénonce. Sécurité dans la banlieue de Dakar, les populations se dressent en sentinelle. Des comités de vigilance sont mis sur pied pour faire face aux agressions, les agressions meurtrières qui sèment la peur dans leur quotidien. Lutte contre la corruption, l'Observatoire des acteurs non étatiques a été mis en place ce matin. Un outil de contrôle, d'alerte et de veille pour combattre ce fléau. Dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013, 12 lions de la phase finale 2012 sélectionnés. Les détails dans la page des sports avec Mamfatou Ndoye. Bonsoir à tous. Le président gambien Yaya Jammeh a mis ses menaces à exécution. Selon Amnesty International, 9 personnes ont été tuées ce vendredi. Je rappelle que 3 Sénégalais sont dans le couloir de la mort gambien. Ils sont sur cette liste des prisonniers condamnés à la peine capitale. 47 exactement. Le président l'avait annoncé lors de la fête de l'Aïd el-Fitr. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent, ainsi que la communauté internationale, ce avec la dernière énergie. Fatou Kinedem. Ils sont 2 hommes et une femme. Salou Niang, Djibril Ba et Tabara Samba, ces 3 Sénégalais figurent sur la liste des 47 condamnés à mort par le régime gambien. De sources autorisées, Tabara Samba, la seule femme du groupe, serait accusée de meurtre. La majorité des détenus est composée de Gambiens. Ils sont 39. 11 parmi eux sont considérés comme des prisonniers politiques. Certains ont été jugés suite à une attaque contre un camp militaire, d'autres pour trahison et tentative de coup d'État. Le général Langtombong Tamba écope d'une peine capitale pour une supposée participation à un coup d'État manqué en 2009. Il fut un proche collaborateur de Yaya Jammeh. Il y aurait également des malades mentaux parmi les condamnés. Autres nationalités concernées, un Bissau-Guinéen, 2 Nigérians et 2 Maliens. Le président gambien, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, avait annoncé l'exécution de ses prisonniers pour le mois de septembre. La Gambie a juste suspendu la peine de mort sans l'abolir. C'était sous le régime de Daouda Diawara. La sortie du président gambien a suscité une vive réaction de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme qui condamnent fermement la décision de Yaya Jammeh. Justement, Fatou Kinedem, ces exécutions seraient jugées sommaires et extrajudiciaires. C'est ce qu'indique le coordonnateur de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Hassan Diomandjaï, qui souligne du coup que le président gambien risquerait une plainte pour crime contre l'humanité. Ces propos sont recueillis par Alioune Diagne et Daniel Diouf. Collaboration avec nos réseaux en Gambie, nous avons su d'abord qu'il y avait des détenus politiques. Mais nous avons découvert surtout qu'il y avait beaucoup d'autres nationalités, et plus particulièrement 3 Sénégalais qui étaient impliqués, dont une femme. Nous avons surtout averti M. Yaya Jammeh, nous lui avons fait savoir que si ce projet se concrétisait, nous considérerons ces exécutions comme des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Mais nous avons surtout averti M. Yaya Jammeh qu'il est susceptible d'être poursuivi devant des juridictions comme la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, du fait d'abord que ce seraient des exécutions volontaires sommaires, mais surtout que compte tenu de la massivité du phénomène, on ne peut pas exécuter de façon collective une 50aine de personnes. Jamais l'humanité n'a assisté à un tel phénomène. Et nous reparlons de cet accord entre l'État du Sénégal et l'Union africaine pour la tenue du procès de Hissène Habré à Dakar. Les organisations de défense des droits de l'homme s'en réjouissent. Ce procès, à leurs yeux, était nécessaire pour les victimes et leurs familles respectives. Alioune Diagne et Daniel Diouf. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme savoure la décision. Hissène Habré jugé en terre africaine en motif de soulagement pour les familles de victimes. C'est un jour nouveau qui se lève pour les victimes de Hissène Habré et jamais elles n'ont été aussi proches d'un jugement. C'est l'aboutissement logique de l'effectivité d'un droit qu'on ne peut pas dénier à une victime.
Nous reconnaissons à Hissène Habré la présomption d'innocence. Nous pensons qu'il bénéficie de tous les droits de la défense, mais au moins qu'on le juge, que ces victimes puissent dormir tranquillement. À l'annonce de la décision, ses soutiens ont levé les boucliers. Les organisations des droits de l'homme disent comprendre leurs affinités avec Hissène Habré, mais la justice prime sur les sentiments affectifs. Nous savons que Hissène Habré est venu au Sénégal avec un avion rempli d'argent. Ensuite, il a eu beaucoup d'affinités. Il a su tisser des relations au sein de Ouakam, où, semble-t-il, il aurait fait beaucoup d'actes de bienfaisance, notamment au niveau des mosquées. Aujourd'hui, le combat, au-delà des affinités, des sympathies, ou même des relations que Hissène Habré a pu avoir, c'est de faire en sorte que nul ne puisse échapper à la justice, ni de par le temps, ni de par l'espace. Hissène Habré, finalement jugé sur le continent noir, ce serait un affront judiciaire évité à l'Afrique. Par cet acte, l'Afrique dit clairement qu'elle participe à cet effort mondial de lutte contre l'impunité et personne ne pourra plus échapper ni au temps ni à l'espace. C'est-à-dire que si vous commettez des faits dans votre pays, si vous vous réfugiez quelque part en Afrique, vous serez également jugé avec le concours de l'Union africaine. Et je crois que ça, c'est un pas extrêmement important qui a été franchi. Le procès de Hissène Habré sur le sol africain, c'est le fruit d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine. La défense conteste l'accord, qualifié de violation du droit international par l'un des avocats étrangers de l'ex-président tchadien. Des comités de vigilance portés sur les fonds baptismaux dans la banlieue de Dakar, une initiative de population pour faire face aux agressions. Le phénomène qui refait surface a fait déjà plusieurs victimes. Mardieng Fatou Bintou Konté. Agression, vol à main armée, vol en réunion. Le quartier de Wakhinane Nimzat et ses environs souffrent d'une insécurité totale, une hantise pour les populations. On est confronté à pas mal d'agressions, des meurtres. À 200 mètres, il y a le foyer et à chaque fois aussi, il y a des agressions. Ensuite, c'est un lieu où je peux dire que tout simplement, c'est un milieu où nous trouvons plus d'agresseurs ou bien tout simplement plus de bandits. Il y a une semaine, il y avait un groupe d'agresseurs qui avaient agressé un gars et les avaient remportés sur 125 000 francs. Il y a les agressions nocturnes qui font que nos braves femmes qui se lèvent le matin pour aller aux différents points, cela veut dire de vente, au niveau des marchés, surtout au niveau du marché de poissons. Elles se lèvent à 4 h du matin. Elles ont été quotidiennement agressées. La plupart du temps, des jeunes délinquants, souvent, c'est même des habitants du quartier même, qu'on connaît. Les habitants de la localité, pour faire face à cette insécurité grandissante, ont mis sur pied un comité de vigilance composé des jeunes du quartier. Les problèmes sont multiples, mais d'abord, nous avons dit qu'avant d'attaquer d'autres problèmes, il nous faut d'abord assurer la sécurité. La sécurité, comme on dit, d'abord la sécurité avant d'aller vers d'autres problèmes. Voilà les raisons qui nous ont amenés à former ce collectif-là. Mais actuellement, machallah, les choses vont bien. Parce que nous sommes arrivés à avoir une vingtaine de personnes, des jeunes, avec des critères d'éligibilité. Cela dit, nous avons nos conditions. Si vous n'êtes pas de bonne mœurs, vous ne pourrez pas accéder au comité de vigilance. Toutefois, le comité connaît des problèmes d'ordre financier. Les cotisations prévues pour son fonctionnement ne sont pas versées régulièrement. Là où le bas blesse est que la population tarde pour une cotisation mensuelle seulement de 1000 francs, la population n'adhère pas. Au regard de tous ces désagréments, les populations exigent la présence de la police par des descentes régulières. Nous lançons un appel aussi au président de la République, au ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye, pour que tout simplement qu'on essaie quand même de trouver des solutions à ces gens qui vivent dans la banlieue. Parce que nous sommes des citoyens sénégalais. Nous méritons tout simplement la sécurité. À la suite du constat sur la recrudescence des agressions, la police envisage de sévir et de transférer la peur dans le camp des malfaiteurs. Dans ce sens, Fatou Bintou Konté, la police sénégalaise veut mettre fin à la progression de cette violence. Donc, du coup, une opération dénommée Coluter la confiance en français est en branle, selon le commissaire divisionnaire Alioune Ndiaye. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les dénoncer. C'est son appel. Il était l'invité de Yeewu Leen, la matinale de votre télévision préférée. Directeur de la sécurité publique,
Nous allons lancer une opération dénommée Koulouté, une opération qui a pour but de sécuriser les populations, mais aussi restaurer l'image de la police chez ces mêmes populations. Les opérations que nous avions l'habitude de faire les soirs, nous allons les reprendre de façon permanente. Par ailleurs, nous demandons aux populations de s'approprier la police qui est la leur et qu'elles collaborent en dénonçant les malfaiteurs. Lutte contre la corruption, l'Observatoire des acteurs non étatiques a été mis en place ce matin. Le chef du gouvernement a présidé cette rencontre. Voici le compte-rendu de Ibou Cissé et Chérif Dia. L'Observatoire des acteurs non étatiques pour la lutte contre la corruption est né. Son objectif, sensibiliser sur les effets néfastes de ce fléau qui gangrène nos économies et menace le développement. Par rapport à notre credo qui est en fait de prôner la bonne gouvernance, nous pensons pouvoir nous inscrire dans ce sillage qui porte quand même sur la corruption et son éradication à terme. C'est ça notre credo. Et en tant qu'acteurs de développement, nous nous devons de jouer notre rôle de veille et d'alerte quand même pour apporter notre modeste contribution à ce fléau que constitue aujourd'hui la corruption et la concussion. En présidant le séminaire de mise en place de l'Observatoire, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de l'appuyer, mais encore faudrait-il s'attaquer aux secteurs les plus exposés à la corruption. Aucun secteur n'est épargné. Donc tout le monde a intérêt à mettre le doigt dans cette affaire pour pouvoir donc permettre aux différents acteurs de progresser, donc en définitive de faire progresser notre pays. Certainement, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, mais ce qui est important, c'est de combattre ces fléaux. La lutte contre la corruption est une lutte extrêmement importante. Ce n'est pas que le gouvernement seulement qui doit le mener, c'est le gouvernement, les citoyens, collectivement pris, individuellement pris, dans leurs organisations communautaires et autres. D'autres structures mènent également le combat avec les acteurs non étatiques. Il s'agit de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la non-transparence et la concussion, mais aussi le programme Développement et Paix financé par l'USAID. Chérif Dia, le Premier ministre Abdoul Mbaye a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre le recouvrement des biens mal acquis. Une menace de boycott sur la tenue des élections sénatoriales de septembre prochain. La génération Sentinelle pour la République agite l'idée et entend mener une campagne dans ce sens. Annonce faite lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège de la rencontre africaine des droits de l'homme. Voici le coordonnateur au micro TFM de Louise Sarr. Nous allons adresser des correspondances aux élus locaux, députés et autres citoyens pour le boycott massif des élections sénatoriales prévues le 16 septembre 2012. Enfin, pour le 7 septembre, une semaine avant les élections sénatoriales, nous avons décidé de faire un rassemblement pacifique en temps des sittings devant les locaux de la RTS. Je viens de leur apporter le soutien de la convergence. Nous allons déjà dérouler ce plan-là et voir ce que cela donne. Mais l'essentiel est que les Sénégalais sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils n'ont pas été abandonnés. Que nous sommes toujours là et que nous allons veiller jusqu'au bout sur leur intérêt. C'est ça qui justifie en tout cas la présence de Convergence socialiste aux côtés de la génération Sentinelle. Circulation routière à présent, le calvaire des usagers du tronçon Kaolack-Fatick. Le mauvais état de la chaussée génère de l'argent pour les riverains. Ils bricolent pour améliorer la circulation contre des pièces de monnaie à qui veut bien leur en donner. Demandaou Adiatala. Le tronçon Fatick-Kaolack, un parcours de combattants. Pour une distance de 49 km, il arrive que des automobilistes perdent 1 heure à cause de l'état des routes. Crevasses et nids de poules et même des déviations retardent les conducteurs. Cette route abîme nos voitures, les organes et les pneus ne durent pas longtemps. Ce serait vraiment une aubaine si la route est réparée. Si le tronçon Fatick-Kaolack est un véritable casse-tête pour les automobilistes qui l'empruntent, il est cependant une aubaine pour les jeunes riverains de la route.
Il se substitue en rafistoleur en l'absence des entreprises habilitées à la réparer. La route est remplie de nids de poules qui abîment les voitures. Cela peut même provoquer quelquefois des accidents. On n'attend rien de ce que nous faisons, mais quelquefois les gens qui passent nous gratifient de prières, d'autres nous donnent un peu d'argent. Le tronçon Fatick-Kaolack a une durée de vie éphémère. Fréquentée par les camions et autres cars de transport, la route est devenue la cause de plusieurs accidents. Football d'abord avec cette liste des Lions. Tout à fait, les Lions qui doivent affronter la Côte d'Ivoire dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013. Ce sera évidemment le 8 septembre. Le staff de l'équipe nationale fait connaître la liste des 23. Alors on note le retour de joueurs ayant fait la CAN 2012. C'est le cas de Kader Mangane, Issiardia, Dambaba ou encore Moussa Sow. À noter également les non-convocations d'Ablaye Baye, de Souleymane Camara. Le point sur cette liste d'Issa Prera. 23 noms pour défendre une cause, celle du match aller Côte d'Ivoire-Sénégal prévu le 8 septembre prochain à Abidjan. La tournée de Joseph Koto et Ferdinand Coly le laissaient présager. Leur liste l'a confirmé. Cette rencontre du 8 septembre sonne le retour de plusieurs cadres, critiqués voire bannis après l'échec de Bata. Kader Mangane, Moussa Sow, Issiardia, Dembaba font leur retour au sein de la tanière et retrouvent Lamine Sané, Cheikh Mbeng, Papis Demba Cissé, Mohamed Djamé, Jacques Fati, Damdoy, Khadim Ndiaye et Bouna Koundoul, joueurs qui ont fait les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Récompensés pour incarner la relève après leur prestation lors du tournoi de foot des JO de Londres 2012, Ousmane Mané, Pape Gueye, Serigne Modou Kara Mbodj, Cheikh Kouyaté, Pape Ndiaye Souaré, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Moussa Konaté seront de l'expédition à Abidjan. Cette liste marque le grand retour de Pape Kouli Diop, Ricardo Fati, qui signe ainsi sa 3e sélection avec l'équipe nationale. Ibrahima Touré est récompensé à juste titre pour son bon début de saison, auteur déjà de 4 buts avec son club de Monaco. Absent de cette liste, Abdoulaye Ba qui paie à coup sûr ses errements défensifs au dernier tournoi des JO et Souleymane Camara, le sociétaire de Montpellier. Les Lions démarrent le regroupement à compter de ce dimanche 2 septembre à 12h. Et puis c'est désormais officiel, Samuel Eto'o revient en équipe nationale du Cameroun. L'ancien capitaine des Lions indomptables fait partie des joueurs convoqués par Denis Lavagne pour le match Cap-Vert-Cameroun du 7 septembre prochain, comptant toujours pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013. En décembre dernier, on le rappelle, la star camerounaise avait écopé de 15 matchs de suspension pour avoir organisé le boycott de la rencontre amicale contre l'Algérie. Un mois plus tôt, sanctions ramenées par la suite à 8 mois de purgatoire et désormais définitivement levé. Retour chez nous. Hier, nous vous parlions de Niaritali qui affûte ses armes en vue de la finale de la Coupe de la Ligue. Réponse du berger à la bergère, l'AS Pikine ne fera pas moins. Une équipe qui pourra compter sur le soutien des supporters et des autorités locales, autorités qui vont dégager d'importants fonds en guise de soutien au club. Reportage Saher Assadiop, image Khadim Sissé. Après son élimination en play-off, Pikine joue son va-tout ce 15 septembre. Le club de la banlieue, plus que jamais déterminé à remporter la finale de la Coupe de la Ligue face à Niaritali, a sonné la mobilisation hier à Alassane Djigo. On a réuni tous les fils de Pikine pour que tout le monde prépare cette finale. Donc vous savez, Pikine draine beaucoup de supporters. On a organisé cette manifestation pour ce soir, pour qu'on lance un appel à tous les fils de Pikine, à tous les supporters de l'AS Pikine, pour qu'ils viennent supporter leur club. Pikine seul peut remplir le stade Demba Diop. Dirigeants, supporters, joueurs, tous étaient de la partie. À l'occasion, des autorités de la localité ont dégagé des fonds importants en guise de soutien au club. La ville de Pikine a décidé, son bureau municipal, le conseil municipal, de donner un chèque de 10 millions de francs pour l'AS Pikine, pour cette finale, et de rééditer encore ce que nous avons eu à faire pour les supporters. Nous allons accorder une subvention de 3 millions, comme on l'a fait l'année dernière, aux supporters, pour qu'au stade, on ne verra que l'AS Pikine et l'AS Pikine. J'en profite pour saluer la présence
de tout ce que Pikine compte comme autorité aujourd'hui. Nous sommes venus répondre à l'appel de notre quartier, à l'appel de notre département, à l'appel de notre sang, pour supporter notre équipe, le transport des joueurs, des stades, de l'hôtel à stade, par rapport au bus, il faut prendre ça en charge. Il y a un partenariat en vue qui est déjà en train d'être ficelé, et tout cela, je vais reverser ça à l'AS Pikine pour tâter aujourd'hui et exploiter les nouveaux métiers et sports. Certains artistes de la banlieue ont également pris part à l'événement. Je me suis présenté pour vraiment venir soutenir l'équipe et en même temps soutenir l'équipe de Niary Tally, parce que vous savez, c'est le sport, c'est le Sénégal, donc c'est la même famille. Je vais faire un bon spectacle, donc comme natif de la banlieue, natif aussi de Niary Tally. Les ambitions de Pikine sont claires. Gagner la finale. Les deux adversaires s'affrontent le 15 septembre prochain. Une finale qui promet. Lutte à présent, des incertitudes planent sur la tenue de la prochaine saison. Avec la dernière sortie des promoteurs de lutte, ces derniers ne feront plus de montage financier pour la tenue des combats, à moins de rencontrer dans les meilleurs délais Malick Gakou, ministre des Sports. Par la même occasion, ces promoteurs exigent la démission du CNG, pourtant structure gestionnaire de cette discipline. Plus de détails avec Chartidiane Diao. Une année blanche guetterait-elle l'arène sénégalaise? La question mérite d'être posée depuis que les promoteurs ont décidé de bloquer les montages des combats pour la prochaine saison de lutte. Les raisons sont multiples. C'est d'abord le choix des promoteurs de plafonner les cachets à 75 millions de francs CFA. Gaston Mbengue et compagnie veulent également que les autorités revoient le prix de location des stades. Un autre problème qui risque de miner gravement la tenue de la prochaine saison, c'est le CNG. En effet, les promoteurs disent ne plus reconnaître l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise, et cela tant qu'ils n'auront pas rencontré le ministre des Sports. Désormais, ils veulent un comité national de gestion où les promoteurs et des composantes de la lutte seront représentés. Justement, Chartidiane Diao, Gaston Mbengue, l'un des promoteurs les plus en vue de l'arène sénégalaise, revient sur les raisons qui poussent ses collègues à se radicaliser. Il évoque un manque de reconnaissance. Nous l'écoutons au micro d'Aziz Ndiaye, imagé à Diallo. On en a marre parce qu'on ne peut pas continuer à supporter des dictats. Il n'y a pas de règlement dans la lutte. Il n'y a que des choses qui se font au jour le jour. Il n'y a pas de règlement, il n'y a rien de fondé. Nous avons décidé de s'asseoir d'abord avec le ministre, de parler avec lui et de se débarrasser du CNG. C'est ce que nous, promoteurs, nous tous, nous avons décidé. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de ligne de conduite. Et aujourd'hui, les promoteurs disent que, par exemple, le CNG qui coupe à un lutteur, combien d'argent on a coupé aux lutteurs? Mais cet argent-là, c'est pour le CNG, c'est pour les promoteurs. Ils disent tout le temps que si l'argent est rentré dans les caisses du CNG, ça n'appartient plus aux promoteurs. Mais cet argent-là, il est confié, c'est pas pour le CNG, c'est pour les promoteurs. Ou soit ils retournent les 2 tiers aux promoteurs, ou garder le tiers, ou donner l'intégralité aux promoteurs comme on le faisait avant. Parce qu'avant, c'était comme ça. Comme qui dirait, affaire à suivre. Nous parlons handball à présent. Les 4 équipes héroïnes du dernier acte de la saison informées des dispositions pour les finales de demain. La Fédération sénégalaise de handball leur a exposé les règles lors d'une cérémonie de remise des maillots, les pratiques à éviter sous peine de sanctions. Et le président Seydou Diouf de préciser que ces sanctions ne pourront faire l'objet d'appel au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Nous avons pris des mesures en intercommission pour faire des règlements particuliers, pour déterminer les heures d'arrivée des équipes, pour déterminer les heures d'accès au terrain pour les différentes équipes en fonction des catégories. Les dispositions pratiques, c'est comment ils vont rentrer sur le terrain, qui va donner des instructions, à quel moment ils doivent démarrer des échauffements sur le terrain, les heures de démarrage des échauffements sur le terrain. Donc tout ceci, le choix des buts, toutes ces dispositions ont été arrêtées sous forme de règlements particuliers. La particularité maintenant de ces règlements particuliers, pour me répéter, c'est que pour cette fois-ci, les sanctions qui sont prévues en cas de contrevention aux dispositions arrêtées seront des sanctions sans appel.
Qu'on n'en arriverait pas là, ce serait dommage tout de même. Bah, moi-même, j'étais secoué. Hein. Je pense que c'est déjà parti pour. Hein. Alors, excellent week-end, Mame Fatou Ndoye. À vous aussi, mesdames, messieurs, bonsoir.